mon métier de chercheur consiste à aller documenter empiriquement sur le terrain les effets du changement climatique auprès des populations les plus vulnérables. J'ai passé toute ma carrière, et le but c'est pas de parler de ce que j'ai fait, mais à aller documenter les effets du changement climatique au Congo, au Bangladesh, au Vietnam, dans les petits États insulaires, dans des pays encore aujourd'hui comme le Mali, comme le Soudan. Et par rapport à tous ces gens qui souffrent dans leur chair des impacts du changement climatique, des gens qui ont parfois tout perdu, qui ont perdu leur récolte, qui ont perdu leur habitation, qui ont perdu des membres de leur famille, des membres de leur communauté. Sincèrement, je ne me vois pas arriver auprès de ces gens et leur dire, écoutez les amis, ce sont les énergies fossiles qui sont les grandes responsables de vos malheurs. Nous savons que 3/4 des émissions proviennent de la combustion des énergies fossiles. Eh bien, je me vois mal aller voir ces gens et leur dire, écoutez, globalement, on ne va pas y arriver parce que dans l'histoire récente, on n'y est pas arrivé. Ce n'est pas un discours que je peux humainement leur dire. Je ne peux pas leur dire, les amis, regardez les courbes, vous voyez bien que les énergies s'additionnent les unes aux autres, se superposent, et puis en plus sont intriquées. Et donc, oubliez l'idée qu'on va lutter contre le changement climatique ou qu'on va sortir des énergies fossiles parce qu'on ne va pas en sortir. Ce n'est pas un discours que je peux tenir à ce qui est aujourd'hui à peu près la moitié de l'humanité, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des zones très exposées et qui sont directement touchés par les impacts du changement climatique. Et donc, quand Jean-Baptiste dit « jusqu'ici, à travers l'histoire, on n'a jamais atteint ni le pic du charbon, ni le pic du pétrole, ni le pic du bois », sincèrement, j'espère bien qu'on ne les atteindra jamais, ces pics. Ça serait une catastrophe si on les atteignait. Parce que ça voudrait dire que nous sortirions des énergies fossiles un peu parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que les ressources s'épuisent. Mais nous devons le faire par volonté politique. C'est pas, comme je dis souvent, on n'est pas sorti de l'âge de pierre parce qu'on manquait de cailloux, mais simplement parce qu'à un moment donné, il va falloir en sortir, et je pense que c'est un devoir qu'on a vis-à-vis des populations et dans les pays du Sud et dans nos sociétés qui sont directement vulnérables par rapport aux impacts du changement climatique. Et donc moi, je revendique complètement que la transition soit un slogan. J'ai presque envie de dire, je m'en fiche complètement de savoir ce qu'on a fait par le passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est l'énergie qu'on va déployer maintenant pour sortir des énergies fossiles. Et donc la transition, je le vois comme un devoir moral vis-à-vis des personnes qui sont directement atteintes par les impacts du changement climatique. Et c'est là où moi je revendique complètement que ce soit un slogan. Parce que je connais aucun coureur, aucun sportif qui a jamais gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques en étant convaincu qu'elle allait perdre la course. Et donc, quand son entraîneur lui dit « tu peux gagner », l'entraîneur, il s'appuie sans doute sur rien de scientifique. Et il y a des centaines, des milliers d'entraîneurs qui ont dit à leurs champions « tu peux gagner », alors que statistiquement, leur chance de gagner était objectivement très faible. Mais c'est comme ça que certains ont malgré tout réussi à gagner des médailles olympiques. Alors je suis désolé de prendre des termes beaucoup plus prosaïques et moins scientifiques, mais finale de la Ligue des Champions 2005 qui se joue à Istanbul, et vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Liverpool contre Milan, et les amateurs de football dans cette salle savent de quel match je parle. À la mi-temps, Liverpool est mené 3-0 par Milan. Alors l'entraîneur, à la mi-temps, s'il a un point de vue scientifique, il va dire, écoutez les amis, statistiquement, je regarde l'histoire des statistiques du football et de la finale, et statistiquement, il y a relativement peu de chances que nous gagnions cette coupe. Et donc, il peut leur dire, et arriver avec un bandeau rouge en disant, les amis, la victoire n'aura pas lieu, et cette coupe, vous pouvez l'oublier. Mais j'étais pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il va plutôt leur dire un slogan, leur dire, les amis, vous allez pouvoir remonter le score, et même si aucune équipe ne l'a jamais fait par le passé, on va pouvoir gagner cette coupe, et c'est comme ça, notre Dieu, que Liverpool met 3 buts à Milan en deuxième période, et puis gagne au tir au but. Et je crois que c'est comme ça notre seule façon d'y arriver. Jean-Baptiste, je ne suis pas sûr que l'argument vous ait convaincu. Alors en fait, il y a plein de problèmes. Bon, l'analogie est assez compliquée à justifier, je pense. Mais le premier problème, c'est qu'en fait, le discours de la transition énergétique, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est le discours qui a évité de parler de niveau de production, de sobriété. C'est un discours qui a été lancé par les États-Unis principalement, qui dans les années 90 était le premier émetteur mondial,
tout le monde leur faisait des gros yeux, et ils ont dit, on ne va pas parler de se fixer des objectifs de réduction, on ne va pas filer d'argent aux pays pauvres, parce qu'en fait c'est ça le sujet, c'est ça qu'ils veulent avec ce prétexte du climat, on va parler de transition énergétique. Donc la transition énergétique, c'est un discours des pays riches, et en particulier des États-Unis, qui ont un rôle clé dans le début de la production de l'expertise climatique dans les années 90, dans la formation du GIEC, et en particulier du groupe 3 du GIEC, et qui a joué un rôle de procrastination. Donc je pense qu'il est très important que dans les pays pauvres, ils sachent ça, hein, que ce discours-là les enfume. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je pense qu'en fait, d'ailleurs, les gens du Bangladesh, etc., ils ont aussi des modélisateurs. Ils sont en pleine croissance économique. Au Vietnam, il y a eu une énorme croissance de la consommation de charbon. La consommation de charbon a été multipliée par 12 depuis 1980 au Vietnam. Hein. Donc, le fait que les énergies s'additionnent, qu'elles sont en symbiose, ils le savent bien mieux que les gens qui fantasment sur l'hydrogène qui va tout remplacer dans 20 ou 30 ans. Donc ça, ils en sont parfaitement conscients. Donc je pense qu'en fait, la question, il faut arrêter de se poser, enfin, en tant que scientifique, le sujet, c'est pas de dire c'est quoi le bon discours. Enfin, je veux dire, c'est pas une démarche scientifique. Il faut voir le monde tel qu'il est. Les dynamiques énergétiques telles qu'elles sont, les contraintes technologiques telles qu'elles sont, les contraintes économiques telles qu'elles sont. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le blabla de la transition dans les pays riches, avec cette idée qu'on va tout décarboner sans faire d'efforts grâce à l'innovation. Ça me semble extrêmement dangereux et injuste. Parce qu'effectivement, c'est des questions de rapport Nord-Sud. Tu as entièrement raison de ce point de vue-là, bien sûr. Mais c'est vraiment cette notion de la transition énergétique, quand on voit comment elle émerge, et la fin du livre est là-dessus, en fait, c'est vraiment le discours de procrastination. Vraiment, c'est-à-dire, ça a eu un rôle politique assez désastreux, en fait. Parce qu'on n'a pas posé la question du niveau de la production et donc de la répartition. La question clé, on ne va pas décarboner l'économie avant 2050. Je veux dire, mais plus personne n'y croit. La question clé, c'est qu'est-ce qu'on fait du CO2 qu'on va émettre? Où est-ce qu'on l'émet? Il y a plein d'endroits dans les pays pauvres dont tu parles où émettre du CO2 est vital. Parce que c'est des choses utiles. Par exemple, le ciment. Très difficile à décarboner, le ciment. Le ciment, c'est pas que ce soit bien ou mal. La question, c'est est-ce qu'on s'en sert pour faire l'A69 ou un Xème contournement routier ou encore des grands buildings de 300 mètres de haut à New York, ou on s'en sert pour faire des réseaux d'adduction dans les pays pauvres? C'est ça la vraie question sur le changement climatique. C'est pas qu'on aura décarboné toutes les cimenteries du monde entier avant 2050, c'est pas vrai. Donc je pense que la transition énergétique, si tu veux parler aux pays pauvres, il faut s'en passer. Parce qu'en fait, on les enfume en parlant de ça. On peut parler de transition, on peut appeler ça... Transition énergétique. On peut parler ça comme on veut. La réalité, c'est qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles. J'en reviens pas que tu arrives à mettre en cause la nécessité de sortir des énergies fossiles parce que le mot qu'on utilise ne te plaît pas. On peut appeler ça comme on veut. Il y a différentes façons de sortir des énergies fossiles. D'accord ? On pourrait réduire la consommation de plein de choses. On peut réduire la production de ciment, on peut réduire la production d'acier. Ou après, on peut faire croire qu'on va faire 1,7 milliard de tonnes d'acier à l'hydrogène. On peut faire croire qu'on va stocker, qu'on va récupérer tout le CO2 de toutes les cimenteries du monde entier. Ce n'est pas vrai. Mais personne ne dit ça. Si, c'est juste, je suis désolé, mais c'est un discours que tu fantasmes un peu, Jean-Baptiste. Personne ne dit que la technologie va tout sauver et qu'on ne va pas faire d'efforts. Au contraire, aujourd'hui, tout le discours sur la transition, c'est un discours de sang et de larmes, c'est un discours d'efforts à réaliser, de coûts supplémentaires à supporter, de paperasse, de renoncement, de sacrifice. C'est pour ça qu'on a un énorme ressac politique aujourd'hui contre la transition, parce que plein de gens n'en veulent pas, parce qu'ils ont l'impression que c'est que des efforts et qu'ils n'y voient aucun bénéfice. C'est pour ça que la liste des Verts flirte avec les 5% dans les sondages européennes. J'ai l'impression que tu fantasmes l'idée que les gens pensent qu'on va y arriver sans effort. Aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on ne parle aux gens que des efforts qu'ils vont devoir faire et que c'est le discours archi-dominant. Le discours archi-dominant, alors là, je t'arrête tout de suite, c'est pas vrai. D'efforts et de renoncement et de sacrifice. Tu rigoles ou quoi? Le discours dominant, l'écologie à la française, c'est un discours d'effort, de sacrifice. Non mais attends, arrêtons. Le discours archi-dominant, c'est on va avoir 40 millions d'automobiles, elles seront électriques, on va produire tout autant d'acier, ça sera de l'acier vert, on aura des avions qui vont fonctionner avec de la biomasse et de l'hydrogène, etc. etc. Personne dit ça. À part Emmanuel Macron, à part le gouvernement français. Le discours d'Emmanuel Macron, c'est pas le discours dominant, je suis désolé, sa liste est à 15% pour les européennes. Alors, et j'arrête, je continue, c'est aussi le discours des experts. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, au fond. C'est que l'expertise est extraordinairement technosolutionniste. On pourra y revenir si vous voulez. Mais bien sûr que si, c'est hyper dominant ce discours-là. Je veux dire, il n'y a pas de lobby de la sobriété, c'est aussi simple que ça. C'est pour une raison toute simple de politique générale. Il n'y a personne qui va défendre la sobriété parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Par contre, présenter des routes vertes et décarbonées, là, il y a de l'argent. Il n'y a pas de souci. Présenter des avions à hydrogène, vous trouverez des gens qui vont faire ça. Il faut aussi décarboner les routes, oui.
Enfin, c'est-à-dire qu'on a toute une série d'usages aujourd'hui qu'il faut parvenir à décarboner. Le ciment est quand même parvenu à faire moins 9% d'émissions en 2023 par rapport à 2022 en France. On peut cracher sur ça. Je trouve que c'est quand même pas complètement nullissime. On peut en parler parce qu'effectivement, route et ciment, c'est très étroitement lié. Alors, le ciment, donc on en produit en gros 4 milliards de tonnes par an. Pour l'essentiel, c'est dans les pays pauvres. La Chine est le premier producteur, l'Inde doit être le deuxième. Récupérer le CO2 à la sortie des cimenteries, c'est extraordinairement coûteux. Ça consomme énormément d'électricité. J'en discutais avec quelqu'un de l'Office fédéral suisse qui s'occupe de climat. Et il me disait, Holcim, l'un des premiers cimentiers mondiaux, richissime, dans le pays le plus riche du monde, ou l'un des plus riches du monde, la Suisse ne récupère pas le CO2 à la sortie de ses cimenteries et demande des milliards de subventions pour récupérer le CO2 à la sortie de ses cimenteries. Donc on va faire croire que Dangote, un des géants du ciment en Afrique, va faire du CCS à la sortie de ses cimenteries si Holcim ne le fait pas en Suisse. Arrêtons de dire des bêtises. Voilà, je pense que personne ne dit ça. J'ai l'impression que tu fantasmes sur une sorte de discours dominant qui, à mon avis, n'est pas dominant du tout, est complètement marginal. Alors, et sans ciment vert, il n'y a pas de route verte non plus. Parce que les infrastructures routières sont les premiers consommateurs de ciment. Donc en fait, la route décarbonée, c'est juste que ça n'existe pas. Voilà. Tu peux dire qu'il faut décarboner la route, sauf que c'est pas possible. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça.